Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Comme vous le savez sans doute, chaque samedi je vous fais la présentation de l'actualité Kickstarter. Et parmi les noms que je retrouve fréquemment, on parle du concepteur Jason Tegmaier, un concepteur qui nous propose fréquemment des petits jeux de cartes, des micro-jeux de cartes. Et vous avez été nombreux à m'en demander d'en faire la présentation. C'est maintenant fait grâce à un abonné qui m'a permis de mettre la main sur un print and play. Alors, Space Shipped présentement sur Kickstarter, on regarde ça ensemble. C'est parti! Alors, qu'est-ce que Space Shipped? C'est un des nombreux jeux publiés par la compagnie Bottom Shy Games. C'est du concepteur Luca Gentry dans le cas du présent jeu. C'est un jeu uniquement en solo, mais durant la campagne qui est présentement en cours sur Kickstarter, on parle de Universal Rules. C'est un jeu qui est publié depuis 2016, je crois. Il y a eu plusieurs extensions, jusqu'à 3 jeux de micro-jeux comme celui-ci dans le même univers, et un deck solo est arrivé. Vous avez été nombreux à me demander d'en faire la présentation et Jason a eu l'amabilité de m'envoyer ce prototype-ci. Donc c'est disponible également durant la campagne et c'est encore un micro-jeu d'exploration spatiale dans le cas présent. C'est 18 cartes, tout ça disponible dans un étui de porte-cartes, c'est sa marque de commerce si on veut. C'est des jeux qui sont très accessibles, on parle de campagne de socio-financement pour à partir de 3$ pour le print and play. Dans le cas présent, on peut avoir les 3 modules de base de Universal Rule plus l'extension en solo. Et un 4e jeu disponible, c'est celui-ci que je vais vous présenter, qui est Space Shipped. Dans la version physique, on parle de 10$ par jeu. Et il y a également la possibilité de faire un abonnement mensuel. Alors je vous invite à consulter la page Kickstarter, vous aurez un peu plus de détails. Le jeu est disponible seulement en anglais. Par contre, c'est très simple, c'est pour ça que je voulais vous l'en présenter. Alors, j'ai ici les composantes du jeu en tant que tel, qui est un print and play que moi-même je me suis fait. C'est à peu près l'équivalent de ce que vous allez avoir si vous contribuez à la campagne en mode print and play. C'est des cartes recto-verso que j'ai imprimées sur du carton. Et on a ici notre jeu de 18 cartes. Alors si on regarde rapidement les différentes composantes, c'est un jeu qui trouve toute sa subtilité justement dans l'utilisation multiple des cartes. Chaque carte va avoir plusieurs façons d'être utilisée. Donc on va avoir les cartes, si on en prend une ici, qui va représenter dans le cas présent la ressource. Donc ici c'est une pièce de rechange. Éventuellement, on va pouvoir faire un upgrade, donc lorsqu'elle va arriver dans le marché des pièces augmentées, on va pouvoir l'utiliser comme une pièce de vaisseau augmenté. Dans le cas présent, c'est un générateur dimensionnel de poche qui coûte 2 millions et qui va me permettre d'aller récupérer un espace pour placer des xénocristaux. Alors, c'est la carte, donc il y a 2 utilités de ce côté-ci, et quand je la vire de l'autre côté, ça viendra ici les cartes qui vont faire notre phase de jeu. Donc, on va avoir la phase orbitale de rencontre, la phase planétaire de rencontre et le marché. Alors, c'est la façon que ça va être joué. Chaque carte va tourner autour du jeu. Alors, nous allons incarner un marchand qui s'est fait offrir un emploi de rêve dans une grande flotte interstellaire, mais pour ça, il doit faire ses preuves. Alors, on lui a demandé de parcourir les planètes et de récupérer les xénocristals qui sont ici. On a besoin d'en récupérer 2 pour pouvoir remporter la partie. Pour ce faire, on va devoir user de stratégie pour faire des achats et des ventes. Donc c'est un jeu d'économie si on veut, pour être capable d'aller ramasser suffisamment d'argent pour récupérer les 2 cristaux en question. Par contre, on va avoir affaire avec un pirate interstellaire qui lui aussi va être aux trousses des mêmes cristaux. Éventuellement, s'il les ramasse avant nous, on perd la partie. Également, on a un vaisseau pour lequel nos missions ne sont pas nécessairement faciles, donc on va pouvoir être attaqué. Notre vaisseau sera abîmé et si jamais notre vaisseau explose, c'est également notre fin de partie. La façon que ça se joue, c'est très simple. Donc, on va récupérer les cartes avec les étoiles qui sont ici. Il y a 3 cartes au départ et ça se trouve être notre équipage de base. Donc ici, on a la charte de notre économie. On part avec l'emplacement ici, Start, qui nous indique qu'on a 3 millions pour partir. On a un membre d'équipage ici qui est mon Rookie Crew, qui est un petit robot qui va éventuellement permettre de réparer mon vaisseau. Mon vaisseau qui est ici, qui est le Blue
Herring, qui est mon vaisseau de départ, qui a 2 de cargo, donc je vais être capable de mettre 2 cartes en réserve ici. Et j'ai 3 coques de vaisseau de valeur 3, donc c'est la résistance de mon vaisseau. Et j'ai éventuellement 2 shields, mais ça dit ici que je pars avec seulement un shield maximum. Alors, je ne peux pas monter au-dessus de 2, à moins d'aller chercher des upgrades qui vont me permettre d'augmenter mon shield, donc qui est mon bouclier de défense. Donc, c'est des cartes ici que je vais pouvoir améliorer en achetant un nouveau vaisseau, en engageant de nouveaux membres d'équipage ou en améliorant mon vaisseau. On est limité à une carte dans chaque catégorie, à moins d'aller acheter d'autres cartes qui vont nous permettre d'augmenter le nombre d'équipages ou d'autres composantes de notre vaisseau. Donc, pour débuter la partie, on va avoir ici un marché placé aléatoirement de 7 ressources. Donc, on les met côté ressources, donc le haut avec l'image. On va avoir également 3 cartes de colonie, c'est notre phase de jeu principale. Et on va avoir un marché de 3 cartes qui sont des améliorations qu'on pourra aller acheter. Les améliorations sont du côté vert pour venir modifier nos cartes d'équipage éventuellement. Nos ressources, c'est les images. Et de l'autre côté de chacune des cartes, on a la phase colonie qui sont composées de 3 secteurs. Donc j'ai les rencontres orbitales, les rencontres planétaires et le marché. Comment ça fonctionne? À chaque tour, on va commencer à faire, en partant des 3 cartes de colonie qu'on a ici, on part avec l'action du haut qui est l'action orbitale. Alors ici, ça dit que durant l'inspection du vaisseau, on a eu une inspection qui, on a trouvé des marchandises frauduleuses. On doit donc perdre une ressource. Sinon, si on veut la récupérer, la conserver, payer 4 millions en pot de vin. Malheureusement, j'ai pas de ressources à perdre, ben, heureusement, et donc ça ne s'appliquera pas dans mon cas ici pour débuter la partie. Ensuite, on s'en va faire l'action de la planète, qui est sur l'autre carte, l'action du milieu. Et ici, ça dit que j'ai un micro black hole, donc un trou noir qui fait l'apparition dans ma cave, et je perds une ressource. Encore là, j'ai pas de ressources, donc ça règle mon problème. Et finalement, j'ai le marketplace sur la dernière carte qui est ici, qui dit que je peux aller acheter ou vendre au marché, ceci c'est le marché, des ressources. Alors ici, j'ai des astéroïdes qu'on a ici, que je peux acheter pour 1 million. J'ai également ici les barils, qui est les carburants liquides, que je peux aller acheter pour 3 millions. J'ai des pièces de réparation qui sont à 5 millions. Et finalement, j'ai des cristaux de plurarium qui peut être acheté ici à 9 millions. Je peux, comme on voit ici dans mon cargo, récupérer 2 emplacements. Donc, je pourrais faire 2 achats au marché et mettre ça dans mon cargo pour éventuellement aller les revendre. On sait que le prochain tour, cette carte-ci va disparaître et celles-ci vont toutes se passer vers la droite. Alors, on sait que ce que je vais acheter, exemple ici, à 3 millions pour mon liquide ici, va se revendre au prochain tour à 7 millions. Alors, c'est la façon de faire de l'argent. On va essayer de faire du marchandage pour aller augmenter notre richesse, pour aller augmenter notre vaisseau et éventuellement aller acheter des cristaux qui ont une valeur de 20 millions chaque. Il faut être capable de générer suffisamment d'argent pour aller le faire. Alors, donc, je pourrais ici, dans ce tour précis, dire, je vais acheter ici mon essence liquide. Alors, on va faire la place ici. Je viens de l'acheter ici pour 3 millions, donc je vais descendre ça. Ma richesse de départ était de 3 millions, donc je tombe à 0. Alors, j'ai plus d'argent, je ne peux pas faire d'autres achats. Éventuellement, je peux faire autant d'achats que j'ai d'argent. Par contre, ça me prend de l'espace dans mon cargo pour être capable de les mettre. Présentement, j'ai seulement 2 places. Alors, je pourrais également aller acheter ici des cartes d'upgrade. Comme ici, j'ai un vaisseau ici qui me coûte 4 millions. Et ce vaisseau-ci, on voit ici qu'il y a 3 places de cargo, plutôt que des 3 qui sont ici. Et j'ai une coque de 4 plutôt que de 3 comme ici. Donc, j'ai un vaisseau qui est plus résistant. Ça serait une possibilité. Ici, j'ai un ingénieur qui coûte 8 millions, donc pour remplacer mon petit robot qui est ici. Et celui-ci va permettre de faire une réparation gratuite à chaque tour de mon vaisseau. Quand même pratique. Et ici, je pourrais aller augmenter mes compétences de vaisseau. Donc, une pièce d'amélioration de vaisseau qui est un shield amélioré. Ce qui me permettrait de passer à 2 de bouclier. Alors encore là, c'est des améliorations positives pour mon vaisseau, mais tout ça coûte de l'argent et je dois quand même garder de l'argent pour acheter mes fameux cristaux. Donc on a besoin de jauger comment dépenser tout ça. Lorsque j'ai fait mon tour, parce que là j'ai dépensé mes 3 millions, je ne peux pas rien faire d'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation des cartes. Alors on prend la carte qui est ici, celle qui est de la plus à droite,
elle va devenir une pièce d'amélioration. On fait la même chose, on enlève celle-ci qui va devenir aux ressources ici, une ressource supplémentaire qu'on va aller voir. Et la dernière qui est ici va arriver, on va tasser ça et on va devoir la mettre ici. Donc on a roulé les cartes de cette façon-ci, et c'est comme ça que ça va bouger tout le temps, de sorte qu'on n'aura jamais les mêmes événements, on n'aura jamais les mêmes upgrades, et les ressources vont changer. Éventuellement, il y a des cartes qui nous font tout brasser ça, donc on a beau essayer de comprendre comment ça fonctionne, ça va éventuellement changer. On a complété le tour. Lui, il ne rentre pas en jeu tant ou aussi longtemps que je n'ai pas un cristaux qui va sortir de cette ligne de ressources-là. À ce moment-là, on va l'activer. On vous montrera ça exact lorsque on arrive au tour. Alors, on passe au deuxième tour ici. Alors, j'ai une nouvelle rencontre en orbite. Alors, on fait affaire avec des poussières de nuages, des débris qui vont brouiller nos instruments. On va recevoir un point de dommage pour chaque item acheté ou vendu durant ce tour-ci. Alors, ça va être plus pénalisant. Chaque fois qu'on va acheter, on va perdre des dommages. Donc, il va falloir regarder ce qu'on va faire ici. Au niveau planétaire ici, on a trouvé un cargo abandonné. Alors, si j'ai des astéroïdes dans mon offre de marché qui est ici, je peux la prendre. Comme j'ai une place ici pour la prendre, je la prends directement. Donc, j'ai récupéré un morceau dans le cargo abandonné. Alors, j'ai mes 2 items ici. Et je peux ici aller faire ma phase de marché. Donc, je peux aller vendre mon astéroïde pour 1 million. Par contre, comme on sait qu'à cause de l'événement ici, je vais prendre des dommages à cause de la poussière interstellaire, je perdrai peut-être pas de temps pour aller le vendre parce qu'il n'est pas vraiment payant. Je peux attendre au prochain tour, je vais faire 2 millions. Mais par contre, si mon liquide, il vaut 7 millions, je pourrais aussi attendre au prochain tour. Par contre, comme je suis à 0, je veux me faire de l'argent, donc je vais aller vendre la ressource. Lorsqu'on vend la ressource, on la remet à la fin de la piste. Donc, ça va aussi mélanger les cartes, ça. Et là, je fais 7 millions. Alors, je monte ça ici à 7. Quand même passablement, mais à cause de la rencontre ici, je me prends un point de dégâts, alors je descends ça ici. On passe donc au prochain tour, on fait une même rotation des cartes comme je vous ai expliqué. Alors on passe à l'autre tour, j'ai fait un petit accéléré pour arriver à la phase du cristal pour vous montrer qu'est-ce qui arrive. Alors on fait notre tour ici en faisant toujours notre séquence d'action avec la section orbitale ici. Alors dans le cas présent ici, ça me permet de rencontrer un mécanicien qui va faire une réparation gratuite de mon vaisseau. Je peux réparer jusqu'à 2 points de dommage, autant de ma coque que de mon bouclier. J'en ai seulement un, donc je vais récupérer un point ici pour réparer ça. Ici encore, j'arrive avec une réparation, mais mes cartes font en sorte que ça arrive comme ça. Alors c'est une journée tranquille. Je peux réparer mon vaisseau pour 1 million pour chacun des 2 points d'amélioration. J'aurai pas besoin, je suis au maximum. Je ne peux pas monter à 2 parce que j'ai pas de upgrade qui me permet d'augmenter mon bouclier. Et je passe ici à la phase de vente. Donc je peux vendre mon astéroïde ici que je mets là pour 2 millions. Alors je suis rendu à 9. Ici je pourrais dire par contre que je vais aller chercher un vaisseau plus puissant. Donc c'est assez intéressant pour 4 millions. J'ai un scanner ici qui me permettrait d'ignorer la phase orbitale des rencontres si jamais ça a lieu. Et ici, j'ai un automa qui me permet de faire des réparations gratuites de vaisseaux. Donc, je pourrais dire je vais aller récupérer le vaisseau qui est ici pour 4 millions. Donc, descendre ici de 4. Je retombe à 5. J'enlève mon vaisseau de départ. Je le remets ici. On le remet toujours dans son maximum de points. Peu importe si on est blessé, lorsqu'on récupère un nouveau vaisseau, on le met au maximum. Ça va me permettre d'avoir un cargo plus efficace de 3 ici, sachant que c'est la façon de faire de l'argent. Et à ce moment-là, la carte, je la remets à la même endroit où on l'avait. Donc, on a toujours les cartes qui vont rouler. J'ai donc complété mon tour. J'ai pas fait d'action d'achat ce tour-ci. Je pourrais en faire, mais je vais juste passer à l'autre étape. Donc, on fait encore le roulement des cartes. Et quand la carte qui est ici va descendre, parce que les cartes qui sont ici éventuellement reviennent donc au niveau colonie, lorsque la carte du cristal passe près de notre pirate, le pirate, mais il va commencer à courir à ses trousses, donc on passe ici de 4, on va le tourner à 3.
À chaque fois qu'il y a une carte qui va passer, on va la tourner. Éventuellement, lorsque on arrivera à 1, donc à la fin de ce compteur de cartes-là, la carte de cristal qui va passer va être récupérée, donc va être volée par notre fameux pirate. Et s'il réussit à récupérer les 2 cristaux avant qu'on puisse le faire, on a perdu la partie. Donc, dans le cas présent, on tombe à 4. Et lorsqu'on va arriver, après avoir fait un cycle, on va tourner la carte de côté et le compteur va être seulement de 2. Donc, ça va encore accélérer, mettre une pression sur le jeu, de plus en plus rapide pour la fin de la partie. Alors, c'est très très simple comme jeu, mais vous voyez qu'il y a quand même une belle stratégie qui s'installe. Et ce qui est fantastique, c'est que les cartes ont vraiment des côtés, différents côtés, qui est assez intéressant et fait en sorte que la rejouabilité est quand même bien parce que l'ordre des cartes n'est jamais la même, mais tout ça à l'intérieur d'un petit jeu de cartes de 18 cartes, c'est ce qui est quand même génial au niveau design. Alors c'est un matériel qui est minimaliste mais qui est ultra portatif, donc ça c'est super bien. Dans le cas présent c'est le print and play, donc on n'a pas tout à fait la qualité exacte des cartes qui vont être de meilleure qualité, de meilleure épaisseur et meilleure fini, c'est une impression tout simplement couleur que j'ai fait. Ensuite, au niveau des règles, c'est très simple. Encore là, ici, j'ai imprimé ça sur une feuille de papier, mais c'est l'équivalent de 4 cartes recto-verso qui nous donne l'ensemble des règles du jeu. C'est très simple à comprendre, ça aussi, c'est bien. Au niveau de la mise en place, rien de plus facile. On prend les 3 cartes avec les étoiles, c'est ce qui fait notre vaisseau de départ. Notre carte ici, le reste, on fait notre disposition. C'est aléatoire, c'est ultra rapide, ça c'est génial. Au niveau artistique, ça reste un peu iconographique tout ça, donc on a ici des barils, un texte ici, notre planète avec notre phase de marché. Bon, il y a peut-être au niveau des membres d'équipage qui a un petit peu plus de raffinement. Encore là, ils ne sont pas vraiment mis de l'avant, donc c'est peut-être pas le point fort du jeu, mais ça reste très iconographique, très facile à consulter. Au niveau thématique, c'est un jeu de marchandage, donc on fait des achats et des ventes, on est un marchand. Ça c'est bien. On a quand même à faire attention à notre vaisseau, puisqu'éventuellement les événements vont faire en sorte qu'on va se faire attaquer, on va perdre des points si jamais notre vaisseau est détruit. On a perdu la partie quand même, donc il faut faire attention. Et c'est le compteur qui fait en sorte que ça devient compliqué avec le pirate qui va nous voler nos cristaux. Alors, la thématique est bien. La mécanique avec les cartes multi-usages, vraiment les 3 côtés de la carte, utilisation maximum. Et les marchés différents, donc on a un marché de upgrade, ici un marché de colonie avec les événements et notre marché de ressources. Ça aussi c'est vraiment très bien fait. Chapeau pour un design de 18 cartes, c'est très bon. Au niveau originalité, c'est vraiment le format compact qui est bien. On met ça dans un porte-carte, on peut traîner ça partout et s'installer sur une table, jouer n'importe où. Donc c'est la particularité de ces jeux et ils sont tous de ce gamme-là. Celui-ci est en solo, c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. Alors la plupart de ces jeux c'est multijoueur, mais de plus en plus ils arrivent avec des variantes solo. La demande est là. Au niveau déroulement, on dit 30 minutes. Mais je vous dirais que pour rouler le deck, bon, peut-être qu'on va le prendre à un moment donné à la twist, mais moi, c'était plus des parties de 45 minutes environ. Mais probablement qu'à force de jouer, je pourrais y aller dans le 30 minutes. Mais la mise en place est hyper rapide, donc ça, c'est génial. Rejouabilité, c'est sûr qu'on est limité avec les 18 cartes. On pourrait en avoir beaucoup plus pour augmenter la rejouabilité, mais c'est pas là la nature du jeu. On va avoir de quoi de compact qu'on peut traîner. On peut jouer 30 minutes et on peut passer à un autre jeu. C'est juste... Par contre, le fait d'avoir des cartes différemment placées d'une partie à l'autre fait en sorte que ça va être quand même une belle rejouabilité. Je pense que ça sera pas... On n'épuisera pas le jeu trop rapidement. C'est de quoi par contre qu'on ne fera pas des séries de parties une après l'autre. On va prendre le jeu, on va en faire une partie, on va le resserrer, on va le ressortir éventuellement pour le plaisir d'y jouer. Au niveau iconographique, on a un peu de texte, surtout de ce côté-ci de la carte avec les rencontres orbitales, planétaires. De l'autre côté, il n'y a pas de problème. On a quelques textes, mais c'est vraiment minime. Il n'y a pas de version française de disponible, alors sachez que vous avez besoin d'une base d'anglais quand même pour y jouer. Au niveau pointage, il n'y en a pas. On gagne, on perd. On a un certain nombre de tours ici avec notre pirate qui nous met de la pression. On n'a pas de comptage de points à faire. Plaisir d'y jouer, c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est un beau petit passe-temps ludique qu'on peut sortir rapidement, qu'on peut traîner partout. L'aspect portatif, je pense que c'est le must du jeu. On peut vraiment avoir ça dans nos bagages un peu partout et sortir un coin de table, s'installer, faire une partie en 30 minutes. Donc c'est bien.
Alors, ça lui fait un pointage total d'un bon jeu de cartes solo. On parle de 69% dans mon cas. Donc, c'est tout près de la barre du 70 qui est ma note de passage. À partir de ce moment-là, c'est un jeu que je garde dans ma collection. Là, c'est sûr que c'est la version print and play. J'aimerais avoir les versions physiques, surtout aussi de l'autre qui est Universal Rule, à savoir si, dans ce cas-là, c'est un 4X, donc il va y avoir de l'attaque. Et c'est peut-être un peu ça qui manque dans le jeu, dans celui-ci, parce que c'est un jeu de trade uniquement. Donc, c'est intéressant, mais j'aimerais ça en avoir un peu plus. Probablement qu'Universal Rule va faire cet aspect-là supplémentaire avec donc les 4X, l'exploration, avec également les attaques qui vont peut-être être bien, parce que j'aurais aimé ça peut-être le pouvoir ralentir notre pirate en essayant avec mon vaisseau de le nuire pour le ralentir dans sa progression. C'est peut-être un aspect qui aurait été intéressant à ajouter. Également, au niveau de la planification ici, on voit vraiment notre action, la prochaine carte qui s'en vient, donc on peut déterminer notre action de vente et de profitabilité sur le tour suivant. Avoir utilisé cette carte-ci ou de temps en temps la carte qui rentre, parce que cette carte-ci est toujours nouvelle, c'est elle qui arrive de l'autre côté, on ne sait jamais la valeur. À ce moment-là, si ça c'était ma valeur d'achat et ça ma valeur de vente, ça aurait été vraiment un aspect aléatoire de marché qui rend en sorte qu'on aurait eu de la difficulté à planifier nos actions. Ça aurait été peut-être une autre alternative pour augmenter un peu de pression sur le joueur. Alors, je pense qu'il y a de quoi aussi à faire des variantes, donc je suis déjà en train d'en regarder. C'est bien. Alors, c'est quelque chose que j'ai aimé. J'espère que ça vous a permis d'en découvrir un peu plus. Si c'est de quoi vous appréciez, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Dites-moi si la gamme de jeux de Jason Tegmeier vous intéresse. Moi, ça fait longtemps que je le regarde et j'étais surpris de voir ce genre de jeu-là. Il y a même Elizabeth Hargrave qui en a fait une version il n'y a pas longtemps de ses jeux. Donc, il y a plusieurs designers qui s'y prêtent. Et bref, une belle petite découverte. Alors, merci à Pablo, Denis et tous les autres qui me l'ont suggéré. Alors, on se revoit très prochainement pour une autre présentation à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.